Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un épisode où l'on va essayer de bien comprendre ce qui se joue en ce moment à Gaza. Jusqu'où ira Benjamin Netanyahou et son gouvernement dans sa volonté de prendre tout le contrôle de la bande de Gaza. Les bombardements ont repris très intenses depuis la fin de la trêve le 18 mars dernier. Certaines villes sont détruites méthodiquement et les Gazaouis savent de moins en moins où se réfugier face à cette entreprise qui, selon l'avis de nombreux observateurs, se mue progressivement en véritable nettoyage ethnique. Alors, on va prendre une demi-heure pour analyser la situation. La première, les clés. Ils sont des milliers à se presser les uns contre les autres, à brandir des gamelles métalliques et des casseroles pour venir chercher un peu de nourriture. Mais après 2 mois et demi de blocus, tout vient à manquer dans la bande de Gaza. Et ici, à Khan Younes, l'association qui a mis en place une cuisine collective est complètement débordée. Dans notre cuisine solidaire, on a juste assez pour nourrir 500 personnes. Mais les déplacés se comptent par milliers. Sur les routes, en effet, des milliers, des dizaines de milliers de personnes ont empaqueté vaille que vaille ce qui leur restait. Quelques vêtements, un matelas, accrochés sommairement avec une corde sur une moto, halés par un cheval sur une remorque brinque-ballante ou simplement posés dans un petit chariot tiré avec une corde. Sur les chemins qui mènent du nord vers le sud de la bande de Gaza, au milieu d'immeubles en ruine et de tas de gravats, le flux est ininterrompu. Des femmes, des hommes, des enfants qui fuient des bombes, mais pour aller où dans ce huis clos que constitue Gaza? Toute la nuit, nous avons été bombardés par des avions, des missiles et des tirs d'artillerie et nous ne savons plus où aller. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous sommes épuisés, nous avons faim, nous ne savons même plus où aller. Cette nuit, c'était encore pire que d'habitude. Depuis le début de la guerre, on n'avait encore jamais vu une nuit comme celle-ci. Jamais connu ça. Mais on ne sait plus où aller. Qu'ils nous ouvrent les frontières. On veut quitter cet endroit. Il faut dire que l'espace de territoire où peuvent survivre aujourd'hui les Gazaouis est de plus en plus réduit. Entre les parties contrôlées par l'armée israélienne, les zones bombardées de manière incessante ces derniers jours, on considère que seule une petite partie, qui ne représente même pas 30% de la bande de Gaza, peut encore servir de refuge, 30% d'un territoire déjà si petit pour accueillir 2 millions de personnes. Et pourtant, durant des semaines, l'armée israélienne n'a pas laissé entrer un seul convoi d'aide humanitaire pour venir en appui à une population qui manque de tout, de vivres, d'eau potable, de médicaments. Et si quelques dizaines de camions de l'ONU ont finalement été autorisés ces dernières heures, ce n'est même pas pour des raisons vraiment humanitaires. Juste une petite concession diplomatique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'en explique d'ailleurs dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Depuis le début de la guerre, nous avons précisé que pour vaincre le Hamas et libérer tous nos otages, 2 missions indissociables, nous ne devions pas arriver à une situation de famine. Et ce, pour des raisons pratiques et diplomatiques.
parce qu'alors nous ne bénéficierions plus d'aucun soutien et nous ne serions plus en mesure de mener à bien notre mission. Car nous menons une bataille intense et formidable qui progresse chaque jour. Nous allons prendre le contrôle de l'ensemble du territoire de la bande de Gaza. On comprend donc que si Benyamin Netanyahou tolère quelques convois humanitaires, c'est juste une petite concession pour ne pas braquer ses principaux alliés et pouvoir aller au bout de son ambition, prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Avec une offensive qui ressemble de plus en plus à un nettoyage ethnique, tant par les actes posés que par les déclarations de toute une série de responsables israéliens visant à déshumaniser la population de Gaza et à rendre l'ensemble de cette population responsable des crimes perpétrés par les terroristes du Hamas le 7 octobre 2023. Bonjour Daniel Fontaine. Bonjour Arnaud. Vous êtes notre spécialiste de la région, ici à la rédaction de la RTBF. Est-ce qu'on peut expliquer d'abord ce qui est en train de se jouer côté israélien et quelle est la nature de l'offensive qui est menée en ce moment? On sait que depuis le 18 mars dernier, les combats ont repris, offensive particulièrement dure de bombardement à la fin de cette trêve. Aujourd'hui, c'est dit clairement, c'est affiché, on l'a entendu dans la bouche du Premier ministre Benyamin Netanyahou, il y a l'idée de prendre la totalité du contrôle du territoire de la bande de Gaza. Oui, ça part probablement du constat côté israélien qu'après 19 mois de guerre, 19 mois après l'attaque du Hamas le 7 octobre, il n'y a pas de résultat vraiment convaincant des opérations qui ont été menées avec des offensives extraordinairement meurtrières contre la population palestinienne, 53 000 morts. Le Hamas est toujours présent et actif dans la bande de Gaza. On estime que 20 000 militants du Hamas ont été tués et que dans le même temps, le Hamas a recruté 15 000 nouveaux membres. Donc on voit l'équation est insolvable. On peut continuer comme ça pendant des décennies et continuer à tuer une population. Les accusations de génocide sont là, mais ça ne fournit pas de résultats. Alors est-ce que l'objectif est de mettre fin à la guerre ou est-ce que politiquement, pour Benjamin Netanyahou, l'objectif n'est pas réellement de mettre fin à la guerre? Ça, on va sans doute pouvoir en discuter dans le courant de cette émission. Mais en tout cas, ici, il y a un changement de stratégie, il y a un basculement. Il y a un nouveau chef d'état-major qui a proposé un plan qui a été adopté par le gouvernement israélien début mai, et maintenant on commence à le mettre en œuvre. Ça s'appelle les chariots de Gédéon, et donc il s'agit effectivement de déplacer l'ensemble de la population de Gaza vers le sud, vers la zone de Rafah, au sud d'une ligne qui s'appelle le corridor de Morag. On va concentrer toute la population dans cette zone qu'on qualifie de zone stérile, c'est-à-dire que le Hamas devra être absent de cette zone, donc tout qui y rentrera subira des contrôles, et donc c'est une zone entre guillemets stérilisée, mais c'est le terme militaire israélien qui est utilisé, et tout le reste de la bande de Gaza, eh bien, va être, et encore une fois ce sont les termes utilisés en Israël, va être nettoyé. Donc tous les Palestiniens qui seront restés au nord du couloir de Morag seront considérés comme suspects, comme potentiellement terroristes, comme potentiellement membres du Hamas, et donc tout sera détruit, et toutes les personnes qui y restent seront potentiellement des cibles de l'armée israélienne. Le problème, les bâtiments qui restent sont considérés comme des caches potentielles pour le Hamas ou pour les tunnels qui doivent encore être détruits. Donc tout doit être rasé, tout doit être nettoyé. Voilà. Et donc la population sera concentrée dans cette zone sud, près de la frontière égyptienne. Que va-t-il advenir de cette population? Ce n'est pas très clair. On connaît les plans d'émigration qui ont d'abord été lancés par Donald Trump. Il y a aussi des plans de retour dans un deuxième temps vers des zones stériles au nord de la bande de Gaza, mais qui seraient divisés en petits cantons qui seraient vraiment morcelés. Donc si je résume un petit peu le plan des Israéliens, c'est de se dire comme on ne parvient pas à prendre vraiment le contrôle de ce territoire, ou en tout cas que notre offensive ne suffit pas à nous apporter la sécurité qu'on voudrait, c'est un peu ce qu'ils disent, c'est on va d'abord nettoyer un endroit de fond en comble pour être sûr qu'il n'y ait plus de caches, qu'il n'y ait plus de souterrains, etc. Ça a commencé déjà. On concentre toute la population là-bas, mais quand on parle de toute la population, c'est 2 millions d'habitants dans une zone qui est déjà, on l'a dit,
très petite au départ, c'est une des zones les plus densément peuplées au monde, mais on veut en plus rassembler toute cette population dans quelques kilomètres carrés pour pouvoir, si je comprends bien, nettoyer tout le reste et après peut-être autoriser à retourner à d'autres endroits. Ça, c'est vraiment le plan de l'armée israélienne, mais qui fait peu de cas du sort, de la vie, de l'humanité des Palestiniens qui sont sur ce territoire. Oui, alors ça, c'est vraiment pas dans les préoccupations. En tout cas, les déclarations sont très contradictoires. Et de ce qui a fuité de cette réunion du gouvernement israélien début mai où ils ont adopté le plan, les militaires étaient les plus réticents sur les questions humanitaires en disant attention, parce que Bezalel Smotrich a dit mais il y a assez de nourriture dans la bande de Gaza et on n'a pas besoin de prévoir d'aide humanitaire, ils ont tout ce qu'il leur faut là-bas. L'armée elle-même était réticente en disant attention, les propos que vous tenez pourront être retenus contre nous devant des instances judiciaires, parce qu'effectivement, il y a ces accusations de génocide qui sont là, et la famine en fait partie, puisque la Cour internationale de justice a obligé Israël en janvier 2024 de fournir suffisamment d'aide et de nourriture à la population palestinienne pour empêcher un génocide. On sait que ce n'est pas le cas ces derniers mois. Donc effectivement, ça pose problème. Alors, il y a une dimension humanitaire dans ce plan, mais qui est très problématique, puisqu'elle est déléguée à des sociétés privées américaines. L'ONU refuse totalement ce scénario-là, qui paraît vraiment minimaliste d'ailleurs. Et avec nous pour commenter aussi cette situation, il y a un autre journaliste, c'est Baudouin Lose. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste pour le quotidien Le Soir. On peut revenir quand même et dézoomer un peu sur le fil de ce qui se joue là-bas à Gaza. On est parti au lendemain du 7 octobre d'une riposte qui devait mettre le Hamas hors d'état de nuire, suite aux attaques terroristes particulièrement violentes et abjectes du Hamas. Il y avait aussi l'idée de pouvoir récupérer les otages. On sait qu'il reste des otages israéliens aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et puis, on a évolué de plus en plus vers cette option d'une prise de contrôle totale de la bande de Gaza. Est-ce que, selon les informations qu'on a aujourd'hui, la nation israélienne, les Israéliens, continuent de suivre leur gouvernement sur cette stratégie qui a fortement évolué et qui entraîne, on l'a entendu dans les mots de Daniel Fontaine aussi, de nouveaux recrutements pour le Hamas et des blessures terribles chez les Palestiniens qui peuvent être elles-mêmes ferments de nouveaux conflits. Comment est-ce qu'on voit ça aujourd'hui côté israélien? Est-ce que Benjamin Netanyahou a encore un support suffisant? Alors il faut être très nuancé. On sait que depuis longtemps, même avant les événements et le fameux attentat terroriste du Hamas, Netanyahou était devenu très impopulaire parce qu'il voulait faire main basse sur le système judiciaire. En fait, c'était parce qu'il est empêtré dans 3 procès pour corruption. Et donc, il avait décidé de diminuer les pouvoirs de la Cour suprême. Enfin, il allait le faire quand les événements se sont produits. Et ça avait provoqué de gigantesques manifestations. Il était devenu très, très impopulaire. Alors, en fait, ce qui s'est passé autour de Gaza le 7 octobre, ça a vraiment traumatisé la population. Et quand Netanyahou a commencé à diriger les représailles, je pense qu'il avait le soutien de 98% de la population, probablement. En tout cas, de la population juive. Et donc, peu à peu, les gens se sont quand même rendus compte que son agenda personnel passait avant tout le reste, puisque au bout de plus d'1 an d'invasion, de combats, de bombardements, etc., les gens se sont rendus compte que finalement, il cherchait à perpétuer cette guerre, parce que ses alliés d'extrême droite, c'est vraiment important à savoir, ses alliés d'extrême droite, c'est 2 petits partis qui n'ont ensemble que 13 députés, je crois, à la Knesset sur 120, mais sans eux, il n'a plus de majorité, et du coup, il y aurait des élections, et comme il est devenu impopulaire, il y a une forte chance qu'il soit éjecté du gouvernement, et que donc ils doivent rendre des comptes. Non seulement ces procès reprendraient à temps plein, mais aussi on lui demanderait des comptes sur le 7 octobre, puisqu'il y a eu une faillite terrible de la sécurité. Cela dit, ce qu'il faut ajouter, c'est que les manifestations qui ont repris donc ces derniers mois contre Netanyahou, et qui rassemblent beaucoup de monde, se concentrent sur le fait qu'il ne veut pas arrêter la guerre comme moyen de libération des otages. Il reste une 20aine d'otages vivants, probablement.
Et pour la population, c'est vraiment devenu l'objectif prioritaire. Et on sait bien que ce n'est pas en rasant Gaza qu'on va libérer les otages, on risque au contraire de les tuer. Et donc, il y a un sondage qui est intéressant, qui est sorti il y a 2 jours, le 20 mai. 53% des Israéliens, c'était sur la chaîne 13, 53% des Israéliens disaient qu'ils étaient pour maintenir le blocus humanitaire à Gaza. Et seulement 34%, un tiers des Israéliens estiment qu'il faut que l'aide humanitaire, la nourriture, arrive. Donc on constate que plus de la moitié des Israéliens sont d'accord avec la famine. Ils aimeraient bien qu'on libère les otages et que donc cette guerre s'arrête pour ça. Mais sinon, Netanyahou dispose encore d'un certain soutien. Oui, c'est ce qu'on comprend à travers ce sondage, à travers ce que vous nous dites, mais ce qu'on comprend aussi, Baudouin Los, dans ce que vous nous avez expliqué d'abord, c'est que le côté va-t-en-guerre renforcé et l'idée d'aller encore plus loin dans l'escalade, il s'explique aussi par une configuration politique particulière, à la fois d'un Benyamin Netanyahou qui veut se maintenir au pouvoir, et pour lui, la guerre, c'est un moyen de rester au pouvoir en tant que chef de guerre pour une nation, et par ailleurs, parce qu'il a 2 petits partis particulièrement radicaux, particulièrement va-t-en-guerre, et qui ne peut pas se permettre de les perdre, qui tiennent un peu en otage, quelque part, aujourd'hui, la politique israélienne, dans cette unique optique d'aller toujours plus loin dans cette offensive à Gaza. Oui, c'est ça, et ce sont 2 petits partis qui donc représentent par exemple le courant des colons. Ce sont des gens extrémistes, ce sont des gens ouvertement racistes qui vont vous dire que Dieu nous a donné cette terre et que les Arabes n'ont qu'à partir ou s'incliner devant notre loi. Et donc ils souhaitent annexer la Cisjordanie. Ils ont déjà annexé depuis longtemps, mais ça c'est Israël qui l'a fait, l'Israël officiel Jérusalem-Est. Et ils souhaitent évidemment également annexer Gaza. Et pour que ce soit plus aisé, ça serait mieux que ce territoire soit vide. Et donc c'est pour ça que Netanyahou a déclaré pas plus tard que hier, donc c'était la première conférence de presse qu'il donnait depuis la guerre. Vous imaginez, la première conférence de presse qu'il donnait depuis la guerre. C'est-à-dire qu'il a peur de sa propre presse. Et il a dit que les buts de guerre, c'est que tous les otages rentrent chez eux, il ne pouvait pas dire moins, que le Hamas dépose les armes, quitte le pouvoir, que ses dirigeants soient exilés, et que Gaza soit totalement désarmé. Mais il a aussi ajouté, et nous appliquerons alors, en 4e point, le plan Trump. Le plan Trump qui est un plan tellement juste et tellement révolutionnaire, a-t-il ajouté. C'est quoi le plan Trump ? Il n'y a pas de plan Trump, en fait. C'est un jour, Trump, le 2 février, si je ne m'abuse, donc il était à peine arrivé à la Maison-Blanche, qui, comme ça, dans une de ces fulgurances, comme il peut avoir, une inspiration spontanée, il a dit bah oui, mais moi je verrais bien faire de la bande de Gaza la Riviera du Moyen-Orient. C'est un endroit idéal, c'est ensoleillé, il y a des plages merveilleuses, etc. Et donc les gens qui habitent, on pourrait les recaser dans les pays voisins, l'Égypte, la Jordanie ou n'importe quel autre pays. Voilà, il n'y a pas eu d'autres avancées là-dessus, et c'est donc dans le sens de l'épuration ethnique, ce plan qui n'existe pas est brandi par Netanyahou. Dans le sens de l'épuration ethnique, vous dites, Daniel Fontaine, j'ai repéré quand même quelques mots qui ont été tenus, et pour le dire très clairement, c'est plutôt nos collègues du Monde qui sont allés rechercher des mots tenus par une série de dirigeants israéliens ces dernières semaines, dont le président, Isaac Herzog, qui dit c'est une nation entière qui est responsable, en parlant des Palestiniens. Tous ces discours sur les civils qui ne savaient rien, qui ne faisaient rien, sont absolument faux. Nous nous battrons jusqu'à leur briser la colonne vertébrale, ou encore le vice-président de la Knesset, issu du Likoud, donc le parti de Benyamin Netanyahou, qui a multiplié des diatribes anti-palestiniennes, appelant à effacer la bande de Gaza de la surface de la terre. Quand on entend que ça, ce sont des mots qui sont tenus par des responsables ou des parlementaires israéliens dans le débat, on comprend qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'idée de nettoyage ethnique, surtout si on ajoute les mots que vous utilisiez tout à l'heure, de stérilisation, de nettoyage, utilisés par l'armée elle-même. Oui, et ce qui est très étonnant, c'est que ces dirigeants israéliens sont extrêmement, ou devraient être extrêmement prudents, parce qu'ils sont conscients qu'ils sont sous surveillance internationale, et en particulier de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice. Je reviens à cette décision de janvier 2024 de la Cour internationale de justice sur le génocide à la demande de l'Afrique du Sud. Un certain nombre de déclarations similaires à celles que vous venez de citer ont été diffusées devant cette Cour pour prouver l'intentionnalité
potentiellement d'un génocide commis à Gaza par les dirigeants israéliens, parce que ce qui compte dans un génocide, ce n'est pas le résultat, le fait d'avoir exterminé toute une population, c'est l'intention de... Pour qu'on parle de crime de génocide, il faut qu'on puisse prouver l'intention. L'intention de commettre ce crime et commencer à le mettre en œuvre. Et ici, avec ces déclarations-là, évidemment, il donne du grain à moudre à ceux qui défendent cette thèse-là. Donc c'est assez étonnant qu'il fasse preuve d'une telle légèreté. Mais Bezalel Smotrich est coutumier de déclarations pratiquement quotidiennes qui effectivement déshumanisent les Palestiniens, mélangent de potentiels terroristes du Hamas et l'ensemble de la population. Quand on dit qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza ou quand on parle d'animaux humains, on est dans la déshumanisation d'un groupe ethnique. Et donc effectivement, ça a des conséquences juridiques très précises. Et tout cela est en train quand même de mobiliser une partie de plus en plus large de la communauté internationale, y compris au niveau européen, où finalement, cette semaine, les ministres des Affaires étrangères de l'Union ont quand même fini par durcir le ton vis-à-vis d'Israël. Et on va en parler tout de suite avec Sarah Poussey. L'Union européenne a décidé le 20 mai de réexaminer son accord stratégique avec Israël. L'Irlande et l'Espagne avaient déjà soumis l'idée il y a plus d'1 an, mais le blocage humanitaire mis en place par Israël a fait changer la position de plusieurs pays et des Pays-Bas notamment. 17 États membres ont donc voté pour cette idée. Cet accord, à la fois politique et commercial, stipule dans son article 2 qu'il est fondé sur le respect des droits de l'homme et de la démocratie. Une condition non respectée par Israël qui pourrait donc justifier la suspension des relations. Kaya Kallas, la chef de la diplomatie européenne. La pression est nécessaire pour changer la situation et il apparaît clairement aujourd'hui qu'une forte majorité est favorable à la révision de l'article 2 de notre accord d'association avec Israël. Nous allons donc lancer cet exercice et en attendant, c'est à Israël de débloquer l'aide humanitaire. Sauver des vies doit être notre priorité absolue. Alors quelles seront les conséquences de cette décision ? Eh bien cela dépend si l'Union européenne veut remettre en question le volet politique ou le volet commercial de cet accord. C'est ce qu'a expliqué l'ambassadeur honoraire Raoul Delcorde dans l'émission Le Monde en direct. On a un rapport qui arrivera tôt ou tard et il va falloir se prononcer. Si ce sont des mesures politiques, il faut l'unanimité. Ça va être très compliqué. Si ce sont des mesures commerciales, des sanctions commerciales, la majorité qualifiée suffit et peut-être effectivement que celle-là, on l'obtiendra. Il faut en effet rappeler que plusieurs pays s'opposent à toute sanction contre Israël. C'est le cas notamment de l'Allemagne et de l'Italie. Et puis rappelons quand même que même si l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël, avec 42 milliards d'euros d'échange de marchandises en 2024, eh bien ce sont quand même les États-Unis qui détiennent le vrai moyen de pression pour faire plier Israël en limitant les livraisons d'armes. Baudouin-Loos, on l'a compris ici, on n'est pas encore dans des sanctions de l'Union européenne, c'est le début d'un chemin qui pourrait aller vers des sanctions. Néanmoins, le ton change. On sait aussi que l'Europe, et on vient de le rappeler, est un partenaire commercial important d'Israël. Est-ce que ça peut changer la donne ou bien est-ce que ça ne va pas peser dans ce qui est en cours à Gaza ? C'est vrai que le ton change, et j'en veux pour preuve déjà presque un précurseur, Maxime Prévost, notre ministre belge des Affaires étrangères, je crois que c'était sur cette antenne le 13 mai, qui parlait d'un peuple, les Gazaouis, en train de crever sous nos yeux, en étant honteusement affamé, délibérément, comme une stratégie de guerre par le gouvernement israélien. Ça, c'est abject, c'est une honte absolue. Emmanuel Macron a répété cette expression, c'est une honte. Si Maxime Prévost n'a pas été entendu en Israël, Macron, lui, l'a été. Et du coup, le communiqué de Benjamin Netanyahou en disait long. Je le cite, Macron a de nouveau choisi, on se demande bien pourquoi, choisi de se ranger du côté d'une organisation terroriste islamiste meurtrière et d'en relayer la propagande ignoble accusant Israël de crimes rituels. On voit bien la démesure dans cette réponse, l'absurdité, c'est qu'il a vraiment peur de ces sanctions. Maintenant, les Européens vont examiner s'il y a violation des droits de l'homme, mais de qui se moque-t-on ? Enfin, je veux dire, c'est documenté depuis le premier jour. Il y a 53 000 morts minimum, probablement beaucoup
beaucoup plus, et maintenant une population affamée. Je pense que, évidemment, la suspension, à tout le moins, de l'accord d'association devrait avoir lieu. Maintenant, comme les amis d'Israël sont assez puissants en Europe, on n'est pas du tout sûr que cela se produira. Oui, et on a compris que, comme il y a un enjeu d'unanimité, notamment pour des sanctions politiques, il y a des pays qui ont déjà fait savoir qu'ils ne voudraient pas sanctionner Israël, notamment la Hongrie de Viktor Orban. Est-ce qu'on doit considérer aujourd'hui, Daniel Fontaine, pour terminer, que rien ne changera tant que les États-Unis, eux, ne mettent pas la pression? Si on regarde la séquence depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, Trump avait d'abord mis la pression avant même d'arriver à la Maison-Blanche pour qu'il y ait une trêve, un cessez-le-feu qui a eu lieu. À partir du moment où il n'a plus jugé essentiel qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'il a même parlé d'installer à Gaza la Riviera du Moyen-Orient, on a l'impression que ça a ouvert les vannes pour Benjamin Netanyahou. Oui, maintenant, si on observe de près ce qui se passe, les États-Unis ont changé de position vis-à-vis d'Israël ces dernières semaines. Il y a eu un revirement de Donald Trump, peut-être discret, mais enfin maintenant ça devient quand même assez évident que diplomatiquement, Donald Trump applique sa politique l'Amérique d'abord, y compris au Proche-Orient, et ne tient plus compte des intérêts israéliens. On l'a vu dans son accord avec les Houthis du Yémen, où la sécurité d'Israël n'est pas prise en compte. On l'a vu dans les négociations qui ont lieu avec l'Iran. On l'a vu dans les négociations qui ont lieu avec le Hamas pour faire libérer l'otage israélo-américain Edan Alexander. On l'a vu lors de la dernière tournée dans le Golfe où Donald Trump n'est pas passé par Israël, n'a quasiment pas parlé d'Israël pendant cette visite. Donc, les intérêts diplomatiques d'Israël n'entrent plus en ligne de compte dans la conduite de Donald Trump dans la région. Ça inquiète en Israël. Maintenant, il n'y a pas encore eu de remise en cause du soutien militaire américain à Israël. Et ça, c'est évidemment l'élément déterminant qui pourrait faire bouger les lignes, même si à la fois le ministre de la Défense et le Premier ministre Netanyahou disent on doit se tenir prêt à assumer notre sécurité par nous-mêmes. Donc, ils envisagent déjà un scénario d'un abandon de la sécurité d'Israël par les États-Unis. En tout cas, au niveau de l'opinion publique, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, si les lignes bougent en ce moment sur le plan de la diplomatie internationale, ce qui a sans doute poussé Benjamin Netanyahou à quelques concessions sur le plan humanitaire, on ne voit pas d'éléments suffisamment forts pouvant endiguer cette escalade de violence en cours à Gaza avec toutes les conséquences dramatiques pour la population sur place. En tout cas, il nous semblait important de prendre le temps de comprendre à la fois la stratégie d'Israël et de qualifier aussi ce qui est en cours dans ce petit territoire de la bande de Gaza. Merci à Daniel Fontaine pour la RTBF, à Baudouin Los du journal Le Soir. À la réalisation sonore de cet épisode, il y avait Guillaume de Smet, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre dans les clés. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous. Et si vous souhaitez nous écrire pour réagir, pour nous suggérer d'autres numéros, d'autres questions à creuser, je vous rappelle notre adresse mail, lesclés@rtbf.be.